soyez les bienvenus. Merci d'avoir choisi l'Espace des livres et les plaisirs de marque-page. Votre invité est originaire de la Combraille creusoise où il réside depuis toujours. C'est un professeur de sciences physiques à la retraite, passionné d'histoire locale et d'archéologie. Il a publié 5 romans aux éditions Lucien Souni, le premier en 1998 et plusieurs ouvrages sur son département. Il a publié également chez Albin Michel Le vent soufflait sur la rivière en 2013, Le secret du presbytère en 2014 ou encore La modiste du puits Saint-Antoine en 2015 et Le meunier de Lavaux en 2016. Il est également très sensible aux problèmes de protection de l'environnement. Il s'agit de Michel Blondonnet. Il vous présente son roman Gaspard le loup, toujours aux éditions Albin Michel. On en profite d'ailleurs pour saluer, comme toujours, Marie qui sans elle, cette interview n'aurait pu se faire, ainsi que toute l'équipe d'Albin Michel. Michel Blondonnet, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour Guillaume. Comment allez-vous Michel ? Très bien, très bien. Très heureux d'être avec vous. Racontez-nous la période de votre vie où vous avez notamment enseigné la science physique. Vous avez depuis le début voulu faire ce métier ou alors pas du tout, vous êtes tombé par hasard dedans ? Oui, non, oui, effectivement, c'était dans une autre vie. J'ai effectivement enseigné, j'étais donc professeur certifié de sciences physiques et j'enseignais en seconde, première et terminale, donc dans le secondaire. Mais j'ai toujours aimé, j'ai toujours aimé la littérature et surtout j'ai toujours, comme sans doute beaucoup d'écrivains, beaucoup de romanciers, j'ai toujours écrit. J'ai commencé par écrire des poèmes étant jeune, à partir de 17, étant un grand adolescent, on va dire 17, 18 ans, etc. J'ai écrit des nouvelles qui pour l'instant ne sont pas publiées. J'en ai écrit d'autres parce que la nouvelle n'est pas quelque chose qui se dit beaucoup en France. Et puis j'ai commencé à écrire ensuite des romans. Mes premiers romans, je l'avais dit dans une autre interview, je crois, une autre radio, mes premiers romans étaient une catastrophe absolue, et donc on ne peut pas les reprendre tellement ils sont mal écrits, parce que j'ai découvert bien sûr au fur et à mesure que l'histoire était, on est bien d'accord qu'un roman c'est une histoire, encore une histoire, etc., mais il faut aussi que l'écriture suive, et l'écriture, j'ai appris depuis pas mal d'années que ça se travaille, que ça se retravaille, et voilà, et qu'on n'arrive jamais au bout, mais voilà, même si après il faut bien rendre sa copie. Mais pour revenir donc aux sciences physiques, on ne va pas dire que j'étais professeur de sciences par hasard, parce que j'étais depuis toujours également passionné par l'histoire et surtout par l'archéologie. Et on ne va pas dire que j'ai un peu raté ma vocation, mais j'aurais préféré faire comme mes enfants qui eux ont fait des études d'histoire de l'art, et quand on connaît l'histoire de l'art, connaître l'histoire de l'art, c'est connaître l'histoire du monde. Qu'est-ce qu'il aime faire, Michel Blondonnet, et quelles sont ses passions ? Mes passions, moi j'ai la chance, parce que c'est une chance, je pense, surtout à l'heure actuelle, de vivre à la campagne. Moi j'ai toujours vécu dans la Creuse. C'est vrai que la Creuse est une très belle région, on vit au calme, et voilà, alors, j'ai la chance d'avoir une propriété familiale, et on peut se promener, on vit au grand air, et j'ai depuis ma plus tendre enfance, moi j'étais un pêcheur de truites sauvages, mais les truites sauvages, je ne sais pas dans votre région, peut-être qu'il y en a encore quelques-unes ici dans le Limousin, il en reste très peu, et voilà, et je préfère laisser celles qui restent encore, il en reste quelques-unes, je préfère les laisser tranquilles et ne plus aller à la pêche. Mais c'est vrai que j'ai passé ma vie au bord de l'eau pendant mes premières années, donc les premières années de 10 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai passé ma vie au bord de l'eau, et c'est vrai que c'est une chance inouïe pour connaître la nature. Si l'on va chez vous et que l'on va dans votre bibliothèque, qu'est-ce que l'on peut y retrouver notamment, Michel ? Quand j'étais adolescent, j'avais une vingtaine d'années, j'avais 2 ou 3 livres de chevet, j'avais Nourriture terrestre de Gide, j'avais des bouquins de Giono, j'avais des poèmes de Villon, parce que Villon pour moi c'est le plus grand poète, et ça sera toujours le plus grand poète de tous les temps. Voilà, j'avais des choses comme ça. J'avais aussi, parce que à une époque, je pense, comme tous les adolescents, on avait pas des idées noires, mais des périodes un peu noires où on n'était pas très optimiste. D'ailleurs, je n'ai jamais été forcément très optimiste dans ma vie, mais j'avais les chants de Val d'Aurore, qui sont pas des choses de Lautréamont, et donc ce sont pas des choses très gaies. Et j'ai aussi d'autres. Finalement, je crois que
en tout cas beaucoup sur les poètes. Michel Benoît, intéressons-nous cette fois-ci à votre dernier roman, Gaspard Leloup, aux éditions Albin Michel. Comment vous est venue l'idée de départ d'écrire Gaspard Leloup? Racontez-nous, oui. Et il y a quelques années, j'avais eu l'occasion, parce que je crois que c'est en lisant beaucoup de livres, d'histoire ou autre, enfin, en tout cas pour ce qui me concerne, j'avais eu l'occasion de lire donc une sorte de biographie, on peut dire, d'un aventurier qui s'appelait Rodrigue de Villandrando. Et cette biographie avait été réalisée dans les années 1879 ou 1880, je ne sais plus, par le directeur de l'école des Chartes de l'époque. Et j'avais tellement été impressionné par le parcours c'était de ce Castillan, c'était un Castillan d'origine, que je m'étais juré de l'intégrer un jour dans un de mes romans. Et c'était donc un personnage qui avait vécu donc à la fin de la guerre de 100 ans. Il avait créé il avait créé une bande d'armée, les bandes armées de l'époque qui étaient plus ou moins organisées entre la guerre, donc qui étaient à la solde de différents princes territoriaux à cette époque-là, qui donc travaillaient tantôt pour les uns, tantôt pour les autres, c'est-à-dire tantôt pour le roi de France, tantôt pour le roi d'Angleterre, pour le duc de Bourgogne, mais qui était donc un allié du duc d'Angleterre également. Donc il se trouve que Rodrigue de Villandrando, lui, était le beau-frère du duc de Bourbon, donc il travaillait effectivement pour le duc de Bourbon et donc pour le roi de France. Et donc je m'étais dit, donc, je vais intégrer donc, ce personnage dans un roman, ce personnage réel. Mais je me disais, je crois que quelque chose avait été déjà écrit aussi, en dehors de cette biographie du directeur de l'école des Chartes. Je m'étais dit que bon, ça ne m'intéressait pas trop de faire un roman sur ce Castillan tout seul, et il fallait inventer un personnage qui l'accompagnerait dans ses pérégrinations pendant les dernières années de la guerre de 100 ans. Ce personnage qui lui est imaginaire, pour le coup, je l'ai appelé Gaspard Leloup. Bien que la famille des Leloup, elle, ait réellement existé. Par exemple, mon roman se situe précisément en 1433, et à cette époque-là, il y avait l'évêque de Saint-Flour, dans le Cantal, à l'époque, s'appelait Jacques Leloup de Beauvoir, donc c'était la même famille. Donc je n'ai pas inventé cette famille de ce Gaspard Leloup. D'ailleurs, il y a eu des vrais Gaspard Leloup, mais celui-ci, pour le coup, est complètement imaginaire. Comment s'est passée la phase d'écriture, cette fois-ci, en termes de chapitres, personnages et autres? Y avait-il un plan au départ? Expliquez-nous, Michel. Les plans, au départ, je ne sais pas comment procéder d'autres écrivains. Au départ, pour mon premier roman qui avait été publié, j'avais fait comme je faisais dans le temps quand j'étais prof, je faisais chapitre 1, chapitre 2 et puis finalement après donc j'ai délaissé ce genre de pratique, et puis alors je vais pas complètement à l'aventure, mais c'est vrai qu'on se laisse guider un petit peu moi je me laisse guider il y en a beaucoup qui le disent sûrement, par les personnages, et on essaye de les tenir un peu en laisse comme ça, et finalement parfois ils vous échappent et puis ils font un petit peu ce qu'ils veulent, et puis c'est ça qui m'intéresse. Ils m'emmènent dans des contrées, dans des endroits où je ne savais pas forcément où je ne savais pas que j'irais forcément, et je trouve que ça c'est vraiment quelque chose de passionnant. Mais de toute façon, le fil conducteur, déjà c'était le fil historique. Je ne pouvais pas sortir du fil historique dans la mesure où ce fameux Rodrigue, lui, existait réellement. Donc je me suis servi donc de la chronologie, si vous voulez, des faits historiques qui se sont passés dans les 2 années 1433-1434. Donc c'est à partir des faits, des batailles, des prises de villes, etc., donc des sièges, etc., qui ont été réalisés par ce Rodrigue. Je me suis basé là-dessus pour calquer mon personnage, et bien sûr il y a forcément une histoire d'amour, parce qu'il faut toujours une histoire d'amour dans les romans. Et donc il se trouve que la compagne de Gaspard va être enlevée par les Anglais, et donc le fil conducteur du roman après c'est Gaspard qui va essayer de faire libérer sa compagne, parce qu'à cette époque-là c'était toujours pareil, on faisait des prisonniers, plus les prisonniers étaient importants, plus la rançon était importante, et c'est comme ça, si on peut dire, que ces fameux routiers gagnaient leur vie. Donc voilà, je me suis laissé guider un petit peu comme ça. Je ne suis pas allé à l'aventure complètement, j'avais quand même eu une idée de l'endroit où j'allais aller, et c'est quelque chose c'est un roman pour lequel bien sûr il a fallu beaucoup de documentation. D'ailleurs, je me suis permis de mettre une petite bibliographie à la fin du roman, et c'est vrai que j'ai consulté beaucoup d'ouvrages sur cette époque-là, parce qu'il faut complètement s'immerger, s'imprégner. On ne peut pas dire n'importe quoi, parce que les gens
Michel Blandonnay, avec cet ouvrage, vous excellez dans le roman historique et nous plonge dans les années 1400. C'est captivant et rythmé. On ne fait que tourner les pages. Racontez-nous en quelques mots l'histoire que va vivre notamment Gaspard Leloup. Vous nous avez déjà un petit peu expliqué le tout début, mais voilà, parce que ça, on va être embarqué, vraiment, je le redis, mais de la première à la dernière page. Bravo, Michel. Oui, déjà, vous disiez tout ça, vous êtes parti, donc ce Rodrigue aussi, lui, il était basé donc je ne l'ai pas dit, le roman se passe en grande partie dans le Nivernais, la Bourgogne, l'Auvergne et le Bourbonnais, et Rodrigue de Villeneuve-Vendôme résidait réellement, enfin il avait plusieurs résidences, mais il avait un château dans la montagne bourbonnaise, à la limite, pas très loin de la Saône-et-Loire, et c'est ce château qui s'appelle le château de Montgilbert, qui existe réellement dans une commune réelle qui s'appelle Ferrières-sur-Sichon, pour dire les choses très exactement. Et donc, moi, mon Gaspard, si je me l'attribuer, il fallait qu'il habite également dans la région, donc j'ai imaginé un château qui, lui, n'existe pas, à côté de Montgilbert. Et donc, et à partir de là, au départ, lui, Gaspard va être dans la compagnie de Rodrigue, et puis après, comme il voit que ça n'avance pas par rapport à la libération de sa compagne, et bien il va fonder sa propre compagnie, et puis essayer de faire en sorte de libérer plus vite sa compagne, mais finalement ça va pas, les choses ne vont pas tellement évoluer dans le sens où il le souhaitait. Et voilà, donc il y a beaucoup de voilà, de choses qui arrivent, il y a beaucoup de faits historiques ou pas historiques, mais enfin il se passe beaucoup de choses dans ce roman, et je crois que beaucoup de personnes m'ont dit, beaucoup de lecteurs m'ont déjà dit dans des dédicaces qu'ils ne s'ennuyaient pas. Ça c'est vrai, on ne s'est pas ennuyé et on en dit pas plus pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore découvert. On vous le recommande, Gaspard Leloup, aux éditions Albin Michel. Quels sont vos projets pour la suite ? J'ai écrit autre chose, d'ailleurs, déjà j'ai signé un contrat pour l'année prochaine pour un nouveau roman, mais qui se passe toujours chez Albin Michel, mais qui se passe encore un peu plus loin dans l'histoire. Je n'ai pas précisé, moi je n'ai aucune prétention, je n'ai pas la prétention d'être un historien du tout. On a dit tout à l'heure qu'au départ j'étais plutôt un scientifique, même si j'ai toujours aimé la littérature bien sûr. Et donc je ne suis pas. C'est vrai que c'est un roman qui est plutôt historique qui est historique, mais toutes les périodes sont historiques par nature. Mais donc je le répète, je n'ai aucune prétention, je n'ai pas du tout la prétention d'être un historien. Mais mon amour pour l'archéologie, parce que j'ai pratiqué beaucoup de fouilles tout à fait régulières avec des archéologues chevronnés, et donc j'ai toujours adoré les fouilles archéologiques auxquelles j'ai pu participer, et j'adore la période gallo-romaine et la période romaine, et puis l'archéologie, l'archéologie de façon générale. Et donc j'ai écrit quelque chose qui se passe dans l'Antiquité romaine, qui va apparaître, bon, je ne donne ni le titre ni rien, je vous donne juste cette information, ça paraîtra donc en avril, mars ou avril, peut-être pas encore calé un mois après l'année prochaine, en 2019 par conséquent. Et puis je suis en train d'écrire autre chose, j'essaie d'écrire également, j'ai commencé l'écriture peut-être d'une suite à ce Gaspard Leloup, je ne sais pas si je l'amènerai à bien, mais en tout cas j'ai commencé. En tous les cas, vous n'allez encore pas vous ennuyer pour cette fin d'année 2018 et cette année 2019. Michel Blandonnay, passons tout de suite, si vous le voulez bien, à la Minute Cool. Oui, on va se détendre. Plutôt voyage entre amis ou en famille ? Je ne sais pas, de moi ça m'est égal, c'est à votre choix. Citez 3 mots qui définissent la Creuse. La Creuse, le calme, la beauté, l'incroyable beauté des paysages, ça fait plus de 3 mots, et puis voilà, et puis le bien-être. Êtes-vous plutôt Jacques Brel ou Georges Brassens ? Je dirais presque les deux. Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer Brassens, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer Jacques Brel, personnellement. Là aussi, quand j'étais étudiant, j'étais serveur dans un restaurant, au casino à Montpellier, à la Boule. Et donc, j'ai eu l'occasion, après l'un de ses concerts, de lui faire dédicacer des disques, enfin les pochettes à l'époque des disques, c'était dans les années 60. Milieu des années 60, et donc j'ai eu l'occasion de discuter, de prendre un verre avec lui, et c'est un souvenir assez impérissable, on va dire. Et j'ai toujours adoré Brel, mais j'adore Brassens. Votre plus beau souvenir, c'est lequel ? Mon plus beau souvenir,
enfants, mais je ne sais pas quoi dire. Comme souvenir, si c'est familial, c'est forcément des souvenirs qui sont liés soit à mon épouse, soit à mes enfants, soit à mes petits-enfants, mais c'est difficile. Et s'ils écoutent un jour cette émission, je préfère ne pas en dire plus. Vous les avez cités, et bien s'ils écoutent cette émission, on les salue et on les embrasse. Oui, alors professionnellement, il y a peut-être quelque chose, une rencontre que vous avez pu faire, je ne sais pas. Tout à l'heure, vous avez parlé de Jacques Brel, c'est une belle rencontre, celle-ci. Il y en a peut-être d'autres. Oui, non, mais professionnellement, bien sûr. Non, professionnellement, ça ne va pas, c'est pas quelque chose qui m'a marqué, je veux dire, dans les souvenirs maintenant. Non, c'est pas quelque chose qui... Non, j'irai pas pêcher mon meilleur souvenir dans l'enseignement de la physique ou dans tout ce que j'ai pu, dans tout ce qui a pu graviter autour de ça. Non, je vous dis, dans l'archéologie, oui, il y a des choses, donc il y a des enfants qui ont fait de très belles études d'histoire de l'art et qui ont une culture que je leur envie. Votre animal préféré, c'est lequel? Mon animal préféré, oui, ils sont. Je vous dis ça, oui, écoute, je reviens tout de suite parce que figurez-vous que nous, nous sommes à la campagne, complètement à la campagne, et là on est dans une propriété, et donc la maison dans laquelle je suis donc, est entourée, donc on a plusieurs hectares autour, et quand on se promène, il ne reste pas beaucoup de hérissons en France, malheureusement, on s'en rend compte parce que sur les routes, on n'en trouve presque plus, on ne trouvera presque plus de hérissons écrasés. Ça, c'est le signe qu'il n'y a pratiquement plus de hérissons dans ma région. Pourtant, c'est une région qui est très peu, moins impactée que d'autres, peut-être. Et donc, je pense qu'il y a une nichée de hérissons autour de chez nous, et tous les matins, on en voit un ou deux qui se promènent, adultes ou petits d'ailleurs, et donc, voilà, c'est un animal qui est très utile, comme tous les animaux, mais celui-ci plus particulièrement peut-être. Et les hérissons sont des animaux adorables. Jardinage ou bricolage? Jardinage. Enfin, Michel Blondonnet, si vous aviez un rêve, ce serait? Un rêve? D'écrire encore des romans pendant longtemps. Michel Blondonnet, rappelons que vous êtes l'auteur de Gaspard le Loup aux éditions Albin Michel. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. Vous êtes le bienvenu quand vous le souhaitez, Michel. Merci à vous, Guillaume. Toute l'équipe de l'Espace des Livres et des Plaisirs de Marque-Page vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires. Nous vous souhaitons un très bel été en notre compagnie. Prenez soin de vous comme toujours. Bonne lecture. Salut.